Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter la tendance et les actualités à la mi-journée avant la grande édition du soir où l'on prend un peu de recul sur les activités et sur les actualités économiques, politiques et surtout financières. Et au sommaire de cette édition, le taux terminal de la Fed pourrait être un peu plus haut que ce que le marché n'anticipait jusqu'à présent. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre James Bullard, président de la Fed de Saint-Louis, qui a estimé que les hausses de taux pratiquées par la Fed jusqu'alors n'ont pas encore porté ceci à un niveau suffisamment restrictif et qu'elles n'ont eu qu'un impact limité sur l'inflation. Si le marché priçait jusqu'alors des hausses de taux jusqu'à un taux terminal d'environ 5%, James Bullard s'est appuyé lors de ses commentaires sur la politique monétaire de la Fed sur un graphique montrant deux hypothèses de taux terminaux. En prenant en compte les hypothèses les plus dovish, le graphique montre un taux terminal à 5%, alors que les hypothèses les plus strictes laissent envisager une progression pouvant aller jusqu'à 7%. Une projection qui laisse entendre à de nombreux investisseurs que la Fed risque de continuer à monter ses taux lors de ses prochaines réunions de politique monétaire et que le pivot attendu de la Réserve fédérale n'est pas aussi proche que ce que les marchés ont bien voulu croire en fin de semaine dernière. Nous reviendrons sur les décisions de politique monétaire des banques centrales dans un instant avec nos invités sur le plateau de Smart Bourse. Mais nous évoquerons également la situation au Royaume-Uni, puisque le ministre des Finances britannique a présenté cet après-midi un budget d'austérité impliquant une consolidation budgétaire de 55 milliards de livres sterling. Des consolidations qui passeront par une augmentation d'un certain nombre de taxes sur les super profits, notamment dans le secteur pétrolier, mais aussi sur les catégories de population les plus aisées, mais des optimisations qui passeront aussi par des réductions de budget, une politique d'austérité, alors que le ministre des Finances a exprimé clairement que selon l'organisme public en charge des prévisions budgétaires, le Royaume-Uni serait entré dans une récession et que celle-ci pourrait durer, selon l'EBR, donc l'organisme en question. Il prévoit un recul du PIB de 1,4% au Royaume-Uni en 2023. La Banque d'Angleterre estime de son côté que cette récession pourrait durer 2 ans. On note d'ailleurs dans le même temps que la livre sterling recule face au dollar pour tomber à 1,18 $. Nous reviendrons sur cette situation au Royaume-Uni avec nos invités en plateau et évoquerons de manière plus générale les scénarios récessifs en Europe et aux États-Unis. Et enfin, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, dans le quart d'heure thématique, nous reviendrons avec Frédéric Vuillot sur les actualités récentes dans le monde de la finance responsable, avec un volet solidarité, mais aussi évidemment financement de la transition énergétique. On se retrouve tout de suite dans Smart Bourse. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour commenter l'actualité politique, économique et surtout financière ce soir dans Smart Bourse. Et pour nous accompagner, nous avons le plaisir d'être avec Franck Dixmier, directeur mondial des gestions obligataires d'Alliance JI. Bonjour Franck Dixmier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir d'être accompagné également par Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonjour Vincent Juvin. Bonjour. Merci d'être avec nous et nous avons également le plaisir d'être accompagné par Michel Martinez, chef économiste pour l'Europe chez Société Générale CIB. Bonjour Michel Martinez. Bonjour. Bienvenue à tous les trois. On va commencer avec vous, Vincent Juvin. On va commenter l'actualité récente. Il y a un terme qui est souvent prononcé dans les scénarios économiques quand on parle de l'Europe ou des États-Unis, qui est le terme récession. On en parle au futur, avec des prévisions en termes d'intensité ou en tout cas de délai avant d'y arriver. Et il y a un pays qui en parle au présent actuellement. Il s'agit du Royaume-Uni. C'est le ministre des Finances qui en parle, enfin plus exactement en citant l'organisme public en charge des prévisions budgétaires, qui estime que le Royaume-Uni est actuellement en récession. C'est donc, j'ai envie de dire, une des premières grandes économies à faire le constat qu'elle se retrouve en récession. Comment est-ce qu'on peut analyser cette situation ? Est-ce que ça marque un tournant ou est-ce qu'on peut quand même se dire que la situation au Royaume-Uni est différente de celle de l'Europe et celle des États-Unis ?
Elle diffère légèrement, en ce sens que le Royaume-Uni est confronté aux conséquences du Brexit et que ceci vient évidemment défier l'économie encore un petit peu plus que l'économie européenne. Maintenant, le constat est similaire en Europe. L'Union européenne aussi table déjà sur un fort ralentissement de la croissance, voire sur une récession. Maintenant, il est certain que le Royaume-Uni est beaucoup plus avancé dans son cycle de hausse de taux. La BOE a fortement remonté les taux cette année. Le Royaume-Uni va faire face à, en tout cas, une période d'austérité. Je pense que ça, c'est également un message qui est important à avoir sur le continent européen. Je pense que Bruno Le Maire en France l'avait déjà annoncé il y a quelques mois. C'est la fin du quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, l'argent gratuit n'existe plus. Les taux sont fortement remontés. Ça oblige la plupart des États, en tout cas, à avoir une meilleure, orthodoxie budgétaire. C'est ce que fait aujourd'hui le gouvernement britannique. Ça va contraindre encore un petit peu plus, évidemment, l'économie, qui est déjà chancelante, avec une consommation qui est en berne, du fait, en tout cas, crainte sur le pouvoir d'achat, plus que des craintes, puisque les taux remontants, on a vu évidemment un impact, notamment sur le marché immobilier. On sait évidemment que les prêts hypothécaires au Royaume-Uni se recettent assez vite avec des taux plus élevés actuellement, ce qui va poser problème pour pas mal de ménages. Ce qui vient s'ajouter déjà à la charge, évidemment, de la facture énergétique, qui était également conséquente au Royaume-Uni. On rajoute à cela les conséquences du Brexit qui font que pas mal de secteurs d'activité sont aujourd'hui sans main-d'œuvre et ça vient évidemment aussi là coûter à la croissance britannique. Donc c'est un petit peu une tempête parfaite pour le Royaume-Uni pour l'instant. On partage en Europe pas mal de ces défis, à l'exception peut-être des conséquences du Brexit. Le Royaume-Uni est quelque part un petit peu en avance par rapport à nous, en tout cas dans cette prise de conscience, dans la communication par rapport à cela. Il ne faut pas se leurrer. En Europe, on est face à, en tout cas pour beaucoup des défis auxquels sont confrontés le Royaume-Uni. On partage en tout cas ces défis ici aussi et on va au-devant de quelques mois relativement compliqués sur le plan économique. Michel Martinez, même question. Le fait que le Royaume-Uni dise publiquement « nous sommes en récession », c'est la première étape d'un scénario récessif en Europe, selon vous ? Pas forcément, ça a été mentionné un instant. La situation économique diffère. En particulier, il y a plus de chocs au Royaume-Uni qu'en Europe. Donc oui, une récession, c'est possible en Europe, en zone euro, mais elle n'est pas assurée. Et puis si elle arrive, elle sera probablement légère. Le Royaume-Uni, a plus de chocs. Le Brexit, à mon avis, est le plus important, avec une baisse du commerce et des exportations britanniques. Et puis, ça a été mentionné, moindre ressources à la main-d'œuvre. Donc, ça affecte aussi les secteurs des services. Donc, pour moi, c'est plutôt ça qui explique la grosse différence de trajectoire économique entre le Royaume-Uni et l'Europe, la zone euro. Après, dans la trajectoire, là, vous citez le chiffre de récession, mais je pense qu'il faut plutôt avoir en tête le fait que le gouvernement britannique est rentré dans le rang de l'orthodoxie budgétaire. Oui. Après avoir connu un Premier ministre qui aura duré 44 jours. 44 jours, voilà, peu de semaines. Et donc, ça montre à quel point, en fait, les politiques économiques, pour être crédibles, doivent suivre certaines règles économiques qui sont suivies, et là qui ont été bien suivies par le gouvernement actuel, qui a fait aucune erreur de communication, qui avait laissé tout sortir dans la presse, toutes les mesures les unes après les autres, les 15 derniers jours. Pour éviter un choc psychologique, voilà, c'est ça, un nouveau choc. On n'a quasiment rien découvert. La seule question, la seule innovation, ou plutôt la seule réponse qu'on a eue, c'était le schéma qui permet de garantir les prix énergétiques, de combien de temps il allait durer, parce qu'on sait qu'il était temporaire. Mais à part ça, il n'y a aucune surprise. Et donc, les marchés ne bougent pas. Et après, effectivement, les perspectives économiques à moyen terme pour le Royaume-Uni sont compliquées parce qu'il y a ce resserrement budgétaire, d'abord des hausses d'impôts, et qui concernent tout le monde, alors pas uniquement le secteur énergétique, et puis ensuite des baisses de dépenses, à l'exception du système de santé. Et puis avec toujours la question pendante, c'est comment on s'ajuste au Brexit, parce que c'est bien beau de décider de faire du Brexit, mais il faut un modèle économique nouveau qui permette de profiter de cette liberté retrouvée. Or, à ce jour, il n'y a pas de proposition d'un tel modèle économique. Et avec un sujet inflation qui est toujours présent au Royaume-Uni, pour le coup. Alors, effectivement, que le pays est en récession. Et puis les prévisions d'inflation pour le Royaume-Uni, là, on est à 2 chiffres, 11%. C'est une inflation qui ne descend pas en dessous de 6% l'an prochain.
avec une récession. Bien sûr, oui, c'est ça. Alors qu'effectivement, on pourrait s'attendre à un impact du coup de la récession sur l'inflation, ce qui n'est pas le cas au Royaume-Uni. Oui, mais là, ça fait un peu écho à ce qu'on disait, ce que je disais auparavant sur l'Europe et le fait que si la récession elle va être modérée, c'est qu'au Royaume-Uni comme en Europe, le marché du travail est très tendu, très tendu. Donc, il y a des hausses de salaire et ces hausses de salaire vont limiter la baisse de l'inflation. Franck Dixmier, même question avant de peut-être de se poser la question de scénarios récessifs dans d'autres régions du monde, et notamment aux États-Unis, où la situation est différente. Mais d'abord sur ce sujet Royaume-Uni, ça mérite qu'on s'intéresse, qu'on s'attarde dessus, puisque c'est la première fois qu'un gouvernement dit il y a une récession, effectivement, ça n'est plus un scénario, mais une réalité. Qu'est-ce qu'on peut dire pour compléter ce qui a déjà été dit, Franck Dixmier? Oui, enfin, juste pour compléter, on a un policy mix qui est très aligné, en fait, au Royaume-Uni, avec une politique budgétaire qui devient beaucoup plus orthodoxe, récessive, de facto, totalement alignée sur une politique monétaire où les hausses de taux ont été annoncées. Et cet alignement du policy mix, ce n'est pas ce qu'on observe en zone euro. Et ça, c'est la grosse différence, en fait, entre les trois zones, États-Unis, zone euro et UK. En zone euro, on a un policy mix qui est orthogonal, ce qui complique. Il faut qu'on se mette d'accord. Ce qui complique, effectivement, l'action de la Banque Centrale Européenne. Donc, avec ces plans de soutien au niveau de l'Europe, mais au niveau des États également, pour essayer d'amortir, autant que se peut, ce choc énergétique extrêmement violent. Alors, on peut comprendre, évidemment, ce policy mix très particulier en zone euro. La zone euro est en première ligne face aux conséquences du conflit en Ukraine. Néanmoins, ça brouille un peu la perspective. Et c'est vrai que quand on parle de ralentissement en zone euro, on ne sait pas encore si c'est un ralentissement ou une récession. Il y a de fortes chances pour que ce soit une récession. Mais aller vraiment en évaluer l'amplitude, c'est un exercice difficile. Sachant que justement, si on élargit effectivement sur la zone euro, on a pu découvrir la revue de stabilité financière de la BCE qui alerte un petit peu sur les risques, notamment sur l'économie de la zone euro. On voit que le scénario récessif augmente, que la BCE invite à prendre en compte les risques. Il y a plusieurs lectures qui peuvent être faites de cette revue de stabilité financière, mais il y a une lecture qui est un petit peu plus noire que ce qu'on a pu voir sur les marchés financiers ces derniers jours. Alors si je ne prends pas en compte ces 2 derniers jours actuellement, mais avec cette idée que le scénario récessif a une probabilité qui augmente quand même en zone euro. Oui, non, mais c'est une évidence. Enfin, la zone euro n'est pas isolée du reste du monde. Donc on va vers ce ralentissement économique. Enfin, tous les indicateurs avancés pointent là-dessus. Mais pour la zone euro en particulier, je crois que le choc à venir, ça va être justement ce que font les Britanniques en ce moment, c'est de se mettre beaucoup plus au carré en termes de gestion des finances publiques. Et c'est une des leçons de cette année, ce qu'on appelle la fiscal dominance. Donc c'est un terme qui veut dire que en fait la politique budgétaire, on a eu une politique budgétaire extrêmement accommodante pendant des années pour soutenir des économies qui étaient soumises à des chocs importants, et avec une quasi-monétisation grâce à l'action des banques centrales de la dette émise, cette fiscal dominance s'est terminée. Les banques centrales se retirent, donc les taux négatifs, les taux à zéro, donc c'est terminé. Mais on ne voit pas aujourd'hui, au niveau des différents États dans la zone euro, une prise de conscience pour effectivement se remettre dans des clous budgétaires, pour aussi rassurer les marchés sur des problèmes de soutenabilité de la dette. Et quand on prend un peu d'altitude, on s'aperçoit que finalement, les graines de la prochaine crise de la dette souveraine en zone euro, elles sont là. Et donc c'est un sujet politique. Mettons-nous d'accord. C'est un sujet extrêmement politique et c'est un sujet extrêmement sensible parce que qui ranime les vieux clivages qu'on a au sein de la zone euro entre les orthodoxes d'un côté, donc on les connaît, c'est les pays nordiques, c'est les Pays-Bas, c'est l'Allemagne et le reste de l'Europe qui est plutôt situé au sud. Michel Martinez, avant de passer la parole à Vincent Juvin sur cette situation de la zone euro. Alors vous nous avez déjà effectivement donné un petit peu votre sentiment. Je vous réponds avec cette revue de stabilité financière de la BCE. Il y a plusieurs lectures qui peuvent en être faites, mais il y a une lecture qui montre quand même que la BCE alerte un peu sur des risques que tous les acteurs économiques ou financiers n'ont pas forcément totalement intégrés aujourd'hui sur le scénario économique en zone euro. Moi j'ai assisté à la présentation de ce rapport annuel de la stabilité financière de la Banque Centrale Européenne. J'ai senti aucune alarme, aucune
inquiétude forte. C'est juste la reconnaissance, qu'on vient d'en parler, que la dynamique, le momentum se réduit et qu'il y a une probabilité de récession qui augmente. Et donc forcément, ça va impacter la qualité du crédit pour le secteur bancaire. Et donc forcément, ça va détériorer par rapport à la situation actuelle. Mais le point, et ça a été fait par le président de Guindos, vice-président de la BCE, c'est de dire que la situation financière des banques aujourd'hui, elle est excellente. Excellente. Il n'y a pas d'autre mot. Mais avec peut-être un peu moins excellente demain, c'est ça. C'est ça qui va arriver. Elle sera un peu moins excellente demain. C'est le risque, voilà. Mais au-delà de ça, donc après, il faut bien évidemment surveiller, essayer d'identifier les secteurs où on va observer des défauts, par exemple. Mais moi, je n'ai pas senti d'inquiétude majeure dans ce rapport sur la stabilité financière de la Banque Centrale Européenne. Après, je voudrais peut-être rebondir sur ce qu'a dit Franck. Franck dit que les politiques budgétaires et monétaires sont orthogonales. Nous, on n'a pas exactement la même lecture parce qu'on voit, alors peut-être à l'exception de la France, parce que le déficit l'an prochain, il va être aussi élevé, 5% que cette année. Mais tous les autres pays vont réduire beaucoup leur déficit. Et ce qui est en train de se passer, en fait, c'est, oui, on met le paquet sur la crise énergétique, d'accord ? Mais c'est de l'argent qui se substitue à tout l'argent qui avait été dépensé pendant la pandémie. Donc il y a des effets de vases communicants et, donc, et se rajoute à ça le fait que les recettes budgétaires augmentent. Un peu, d'ailleurs, parfois avec des pays qui font un peu ce que fait le Royaume-Uni, c'est grosso modo, il y a 10% d'inflation, mais vous n'augmentez pas tous les seuils de 10%. Oui, bien sûr. Donc vous avez en proportion du PIB, où vous avez des recettes qui augmentent ou qui baissent. Voilà, ça dépend de quel point on regarde. Des recettes fiscales. Recettes fiscales. Oui. Et donc, quand on fait le calcul, quand on fait tout ça, et puis ça a été aussi décrit dans le dernier rapport de la Commission européenne d'automne, il y a un léger durcissement budgétaire, ou il y aurait un léger durcissement budgétaire. Donc moi, ça me semble assez compatible avec ce que fait la BCE, c'est que on met beaucoup sur l'énergie pour préserver du choc, mais il y a beaucoup de choses à côté qui se réduisent, et au total, on ne peut pas dire que ce soit expansionniste, je pense. Vincent Juvin, sur la situation économique en zone euro, avec peut-être une variable supplémentaire. On arrive à la fin de la saison des résultats. Alors, il y a les États-Unis, là, on va se cantonner plutôt sur la zone euro. On n'a pas vu de choc, ou en tout cas d'accident dans les résultats publiés par les entreprises, ou en tout cas de choc généralisé dans les résultats publiés par les entreprises. Donc effectivement, on sent que la situation se complexifie, mais on ne le voit pas encore aujourd'hui dans les résultats des entreprises. Non, je voudrais revenir sur l'environnement économique, mais sur les résultats, il y a d'abord quelque chose d'assez intéressant. Je faisais un peu le bilan entre les entreprises qui augmentent ou qui baissent, le ratio entre les résultats qui sont revus à la hausse ou revus à la baisse. Bizarrement, on est plutôt en train de remonter en Europe. Alors, il faut voir évidemment ça d'un point de vue sectoriel ou d'un point de vue du pays. Il y a certains des marchés comme la France, avec de luxe, qui globalement s'en tirent encore relativement bien, évidemment, tend à surperformer, à tirer un peu cette tendance vers le haut. Les marchés, les entreprises énergétiques, évidemment, au détriment de l'industrie. Donc, tout n'est pas noir du point de vue du monde de l'entreprise, c'est une évidence. Et il y a sans doute dans les semaines et les mois à venir quelque chose à faire sur le plan de l'investissement, sur le plan probablement de la réallocation à certains pans des marchés d'actions qui sont aujourd'hui particulièrement attractifs. Alors, j'aurais peut-être, en tout cas, passé de la micro par les banques à de nouveau à la macro. À la macro, bien sûr. Que le secteur bancaire européen, en tout cas, si je fais un peu le bilan par rapport aux 10 dernières années, il est pour une fois, c'est vrai, plutôt solide. On le voit avec les ratios Core Tier 1, on le voit avec l'évolution des NPL qui ont fortement baissé. Donc c'est vrai que la BCE a fait un travail extraordinaire, finalement, d'harmoniser le contrôle, en tout cas, des institutions financières. Donc tout ça a été bien remis en ordre. On voit qu'on a des banques qui sont capables d'encaisser un choc probablement. Je trouve que la situation, pour moi, bilantaire ou la situation financière des États de manière générale, à quelques exceptions près, a plutôt eu tendance pour moi à se détériorer. Alors certes, on peut parler, est-ce que finalement les déficits, l'inflation haute, mais
pour moi, ce qui se passe au Royaume-Uni actuellement sur l'austérité, c'est quelque chose qui préfigure un débat, des décisions qui devront être prises chez nous en Europe aussi. On repousse un peu à plus loin cette décision, et pourtant elle me semble particulièrement importante dans pas mal de pays. La France en est un, le pays d'où je viens, la Belgique en est un autre, au sud de l'Europe aussi. Bon, quelque chose qu'on ne peut pas dire que la situation s'est améliorée. Prenons le cas de l'Italie par exemple. En 2012, l'Italie avait un excédent primaire. Aujourd'hui, cet excédent primaire, il a disparu. Donc, je veux dire, les marchés ne sont pas particulièrement inquiets aujourd'hui, et pourtant, dans beaucoup de cas, la situation financière de ces États s'est détériorée. Et il y a quelque chose qui a changé diamétralement cette année, c'est que, comme le disait Franck, c'est plus gratuit l'argent. Tout d'un coup, c'est quand même beaucoup plus cher. On va probablement au-devant d'une forme de récession, un solide ralentissement conjoncturel. Donc c'est vrai que ces revenus des États qui sont tirés par l'inflation vont quand même dans une courbe descendante. Donc 2023 s'annonce à certains égards quand même beaucoup plus compliqué. Et ce qu'on ne mesure pas, et là on est tous relativement démunis en temps d'économie, c'est combien de temps va durer cette crise énergétique. Et plus ça dure, plus on sait que ça va évidemment affecter pas mal de secteurs d'activité. Et on a probablement un déficit d'observation, c'est qu'on travaille dans les services, peu consommateurs d'énergie, donc c'est vrai que dans nos entreprises, on ne le sent pas immédiatement. Mais pour énormément de PME européennes, c'est un problème gigantesque qu'on a du mal à percevoir, et on ne voit pas encore là où ça va casser et là où il va y avoir des pertes d'emploi massives. Or, ceci dit, moi, ce que je vois dans les indicateurs PMI, dans les sondages qui sont réalisés auprès des petites et moyennes entreprises en Europe, c'est qu'ils sont quand même pas à l'aise, des chefs d'entreprise, et que pour les prochains mois, c'est quand même des mises en veilleuse des activités, c'est des licenciements qui arrivent, chez les boulangers du coin, le boucher, des petits indépendants et autres, ce qui fait évidemment le tissu de notre économie, et ce qui évidemment largement pourvoyeur d'emplois. Donc c'est vrai que je regarde 2023 en Europe avec quand même un certain nombre d'inquiétudes, et certainement sur les finances publiques, je serais en tout cas prudent sur les marchés obligataires par rapport à une exposition à la dette souveraine européenne en l'état. Michel Martinez. Oui, non, alors, quand on regarde toute la séquence depuis la pandémie, la big picture, comme on dit, si on regarde de loin, c'est évidemment un transfert des États vers les agents privés, dans tous les pays avancés, et surtout en Europe. Et donc, la situation financière des entreprises a été préservée. On a même des taux de marge qui restent très élevés aujourd'hui. Et un taux d'endettement qui a baissé pour les entreprises, net, les gages. La situation financière des ménages a été préservée aussi, je pense, dans l'ensemble. Et puis, les dettes publiques ont augmenté de 15 points de PIB. Donc, évidemment, à un moment, quand la charge d'intérêt va augmenter, elle va augmenter graduellement, parce que c'est pas immédiat, les hausses de taux, puisqu'on renouvelle qu'un huitième de la dette tous les ans. Donc, mais il y a un moment, si les taux d'intérêt augmentent de 300 points de base en zone euro de façon permanente, ceux de la BCE, les taux d'intérêt des États vont augmenter à due concurrence. Et dans 8 ans, la charge de la dette, elle sera augmentée. Le déficit, il sera augmenté dans 3 points de PIB partout. Bien sûr, oui. Et donc, du fait de cette charge financière. Et donc, il faudra, à ce moment-là, évidemment, réduire les déficits primaires et faire des coupes ou augmenter les impôts. Donc, ça va venir. Quand est-ce que ça va commencer? Est-ce que c'est 2023, 2024? On ne sait pas, ça dépend aussi beaucoup du sentiment de marché, en fait, parce que c'est souvent le marché qui déclare la fin de la récréation. Mais évidemment, ça, c'est ce qui nous attend dans les années à venir, c'est les États qui doivent se resserrer de la ceinture. Renflouer les caisses, finalement, c'est ça? Oui, c'est qu'on vient d'une période longue où les taux d'intérêt étaient négatifs. Donc les États, la charge de la dette, elle tendait vers zéro, voire négatif. Donc forcément, pour avoir un déficit, si la jauge était 3% de déficit, on pouvait augmenter le déficit primaire, parce que la charge d'intérêt baissait. C'est le contraire qui va se passer maintenant. Donc, mais mon propos, c'est juste que ça va être très graduel. C'est pas parce que les taux d'intérêt vont monter à 3% l'an prochain sur la BCE ou plus que la charge de la dette va augmenter de 3 points de PIB. C'est pas tout de suite. Oui, on le verra peut-être plutôt en 2024. Ça prend de nombreuses années. Ça prend plus que 2 ans. Ça prend de très nombreuses années. Franck Dixmier, sur ce sujet de la dette, du financement, effectivement, des États vont peut-être de passer aux États-Unis.
Comment est-ce que vous voyez les choses d'un point de vue obligataire, pour le coup ? Je pense que le phénomène que j'évoquais, la fin de la fiscal dominance, donc de cette espèce de priorité budgétaire, va nous imposer des contraintes qu'on voit d'ores et déjà dans les spreads, en fait. On a une re-hiérarchisation des spreads en zone euro, ce qui était plutôt sain, hein, puisqu'on évoluait dans des marchés où tout se valait, finalement. Il n'y avait plus vraiment de prix pour le risque. Donc cette nouvelle hiérarchie des spreads, on l'a vu sur le crédit, mais on l'a vu aussi évidemment sur la dette souveraine. Et c'est sans doute pas terminé. Donc là, on est sur des ajustements de long terme. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Effectivement, on est sur des perspectives de long terme. Mais ce qui est très important pour les investisseurs, c'est d'avoir des convictions que ce sujet d'orthodoxie budgétaire va être pris sérieusement. Donc, il y a pas mal de fuites sur les nouveaux schémas qui seraient adoptés au niveau de la Commission pour s'assurer qu'il n'y a pas de francs-tireurs ou de passagers clandestins, en fait, dans la zone euro. Mais c'est un vrai thème, parce qu'on a un bien commun qui s'appelle l'euro. Et pour gérer un bien commun, il faut un syndic, la Commission européenne, qui fasse vraiment son travail. Et c'est vrai que les périodes passées, parce qu'il y a eu la crise sanitaire, mais avant, on a eu des chocs successifs avec la mise en œuvre de politiques extrêmement accommodantes. Ces périodes passées n'ont pas franchement été un catalyseur pour mettre en œuvre ce genre de réforme. Ce n'était pas le sujet. Mais est-ce qu'on en est capable aujourd'hui ? Mais ce sont les marchés qui vont pousser, justement, avec les bonds vigilance et les investisseurs obligataires, qui vont pousser les taux à la hausse et qui vont envoyer des signaux. Le signal envoyé à l'Italie, il est extrêmement clair quand même. Le Bund à 10 ans vaut 2. On a 200 BP de spread entre le Bund et l'Italie. Donc l'Italie se refinance à 2 fois ce que l'Allemagne se refinance aujourd'hui à 10 ans. C'est un signal extrêmement clair. Alors, est-ce que c'est soutenable pour l'Italie ? Non. Parce qu'en fait, voilà, il n'y a plus de surplus primaire. L'Italie nous avait habitués sur les 40 dernières années à générer des excédents primaires qui étaient assez rassurants en termes de soutenabilité de la dette. Là, c'est terminé. Alors, on va voir avec la mise en œuvre des réformes structurelles, financées aussi grâce au subside européen de Next Generation EU. Bon, c'est très bien, mais on va voir en pratique, on va scruter ça avec énormément d'attention. Et le fait qu'on ait déjà des spreads si larges en zone euro, alors que finalement les taux absolus sont relativement faibles encore. 2% pour le Bund à 10 ans, quand vous tracez ça sur un historique, c'est ridicule. On est sur des niveaux ridiculement bas. Ça alerte effectivement sur un thème qui va devenir de plus en plus prégnant sur les marchés. Mais dont devra s'emparer le politique, et il faudra qu'il écoute les marchés obligataires plutôt que d'autres voies. Nécessairement, ouais. Je vous propose, messieurs, de passer outre-Atlantique et d'évoquer un petit peu la stratégie de la Réserve fédérale américaine, de la Fed. Alors effectivement, il y a ces questionnements, on va continuer avec vous, Franck Dixmier, il y a ces questionnements sur le tempo de la Fed, avec cette prise de parole de James Bullard. Alors effectivement, tous les gouverneurs de la Fed ont pris la parole depuis la publication de la dernière statistique d'inflation, pour alerter les marchés sur le fait qu'il y avait encore des hausses de taux à venir. Pour autant, la prise de parole de James Bullard a refroidi quelque part l'idée que 5% pouvait être un taux terminal dans sa prise de parole, qui lui-même, et pour le coup, fait partie pas forcément des plus dovish. Il estime quand même que 5%, ce serait le meilleur scénario et qu'on pourrait aller jusqu'à 7%. 7%, un chiffre que les marchés n'anticipaient pas forcément. Comment est-ce qu'il faut interpréter ça, Franck Dixmier ? Une volonté de calmer un petit peu les ardeurs des marchés, ou au contraire l'idée que la Fed pourrait continuer à augmenter ses taux ? Alors peut-être que c'est 50 points de base en décembre, mais que globalement ça va continuer sur l'année 2023. Oui. Alors ce thème du pivot de la Fed, le taux terminal, c'est le thème qui drive les marchés en fait. Ça drive vraiment tout le pricing évidemment des taux, mais des actifs risqués, actions, crédits. Et moi je trouve ça absolument fascinant de voir cette espèce de complaisance des marchés qui écoutent la Fed mais qui ne comprennent pas. Et moi je trouve que le message depuis Jackson Hole est extrêmement clair de la part de la Fed. L'inflation est l'objectif numéro 1. Ça passe avant tout, même au prix de plonger l'économie américaine en récession. Ça a été dit par son président, donc Jay Powell, ça a été dit extrêmement clairement. Ça a provoqué des ondes de choc dans les marchés. On a eu un taux 10 ans américain qui a flirté avec les 4,50%, 4,50% récemment.
Et il suffit d'une donnée sur l'inflation qui soit un peu moins forte que prévu pour en extrapoler une tendance qui validerait le fait que la Fed serait tout près de son taux terminal. Mais non. Parce que le message de la Fed, c'est de nous dire aussi qu'il faudra qu'elle ait des preuves que l'inflation soit revenue sur une trajectoire compatible avec son objectif de stabilité des prix. Bien sûr, là, Brainard l'a rappelé en début de semaine. Voilà. Ouais. Pour baisser ces taux. Et ce que vous voyez aujourd'hui dans le marché, c'est une baisse de 50 BP quand même des taux sur 2023. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Donc, on n'y croit pas du tout. Nous, effectivement, on voit plutôt un taux terminal entre 5 et 6%. D'accord. 7%, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a un marché qui est pricé à la perfection pour aucune surprise sur l'inflation. Et une trajectoire assez linéaire de décroissance de l'inflation. Mais ça ne va pas se jouer comme ça. Parce qu'il y a des phénomènes de diffusion dans l'économie qui sont difficiles à maîtriser. Il faut avouer quand même une certaine humilité par rapport à nos prévisions sur l'inflation américaine. Quand la Fed, avec tout son arsenal statistique, avec les Fed régionales, vous dit, elle a dit explicitement qu'elle a d'abord, dans son mea culpa, qu'elle a été incapable d'anticiper l'inflation, mais qu'elle vous dit aussi que ça reste très très compliqué d'avoir des certitudes sur 2023 et 2024, eh ben, faut avoir un minimum de prime de risque dans le marché. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de prime de risque par rapport à cette surprise à la hausse qu'on peut avoir sur l'inflation. Donc c'est pour ça que, nous, ça fait des semaines qu'on dit qu'attention, les marchés obligataires sont fragiles. On n'y est pas. On n'est pas encore sur des taux d'équilibre sur les taux à long terme. Alors évidemment, on peut anticiper sur une récession et valider une forme de courbe qui caperait un peu le niveau des taux à long terme. Mais attention, et c'est encore pire en zone euro. Vincent Juvin et ensuite Michel Martinez, si je reprends l'image de Franck Dixmier, est-ce que les marchés sont capables d'entendre la Fed mais pas de l'écouter ? Oui, alors je vais peut-être un petit peu plus positif que Franck. En tout cas, c'est une opinion. Je dirais qu'en effet, je pense qu'une baisse de 50 points base des taux en 2023, là, c'était tout à fait farfelu comme idée. Je pense que l'idée de Bullard de voir ça à 7%, je pense que objectivement, moi j'observe déjà une tendance dans les chiffres de l'inflation. J'ai envie de voir le verre à moitié plein. Mais est-ce qu'il était dans un exercice de communication ? Plusieurs chiffres qui se sont suivis, notamment les prix à la production. Je pense qu'on voit un ralentissement significatif sur le marché immobilier. On ne voit pas encore de remontée du taux de chômage ou de hausse des inscriptions au chômage. On en avait vu un peu au deuxième trimestre, mais ça s'est rétabli. Par contre, on voit que les jobs, les offres d'emploi commencent à baisser significativement. On voit quand même un peu plus de liquidité sur le marché du travail. Donc, encore une fois, il est probablement trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Mais moi, je commence déjà à avoir un faisceau d'éléments quand même qui me conforte dans cette idée qu'on est quand même, en tout cas, sur une pente descendante aux États-Unis. Une baisse de taux, certainement pas. Maintenant, moi, je serais plutôt, oui, 5, 6, allez, 5, 5,5, mais voilà, je pense que le 7%, ça reste ici vraiment un scénario extrême à l'heure actuelle. Moi, personnellement, lorsque je vois des trésoreries à 4,5, eh bien, c'est quelque chose avec lequel je suis assez à l'aise en portefeuille actuellement. Alors, peut-être que les taux pourraient peut-être remonter un petit peu davantage, mais aujourd'hui, on a quand même, à nouveau, je dirais, du rendement sur l'obligataire américain qui est intéressant en termes de construction de portefeuille. Donc, pour moi, en tout cas, au contraire des obligations européennes, et attention, je le disais déjà à 3,5 aussi, donc en toute humilité, mais je pense 3,5, 4, 4,5, ce sont des bons niveaux d'entrée, en tout cas sur le marché des trésoreries américaines. Il ne faut d'ailleurs pas rentrer à 10 ans, on peut rentrer à 2 et 5 ans, ce sont des niveaux qui sont parfois supérieurs aussi. Mais nous, on a été plutôt acheteurs de bons du Trésor américain ces derniers mois, et plutôt dans cette perspective que, en tout cas, la Fed a fait le job sur l'inflation en partie, la récession ou le fort ralentissement conjoncturel est incontestable. On voit des améliorations au niveau international, au niveau de l'inflation. Alors, les surprises sur l'inflation de manière au niveau international ont plutôt tendance à aller dans le bon sens. On voit que les disruptions sur les chaînes logistiques se résolvent. On parlera de la Chine dans un instant. Il pourrait peut-être y avoir quelques améliorations là, alors qui peuvent être tantôt génératrices d'inflation sur l'énergie, mais plutôt déflationnistes sur les exportations, notamment de biens manufacturés en Chine. Mais voilà, en tout cas, nous, on est plutôt acheteurs de trésoreries américaines, court, moyen, long terme aux États-Unis, plutôt dans une perspective que l'inflation devrait d'ici fin 2023, en tout cas, converger vers les 3%. Je reviendrai sur ce plateau pour valider ou non le succès de cette prévision. Michel Martinez, effectivement, sur cette stratégie de la Fed, effectivement, Vincent l'a rappelé, on va également parler de la Chine quand même, qui est à prendre en compte dans le mix actuel. Mais sur cette 7%, c'est impensable? Non, c'est pas impensable du tout. Moi, je dirais par rapport à tout ce qui a été dit, je concours vraiment à ce qu'a dit Franck.
les risques sur l'inflation, à mon avis, sont plutôt haussiers. Faut regarder où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur l'inflation et les hausses de taux directeurs. Aux États-Unis, l'inflation sous-jacente, c'est 6. 6. L'objectif, c'est 2. Oui, bien sûr. Donc, c'est juste pour et historiquement, on ne passe pas de 6 à 2 en 6 mois. Hein. C'est jamais arrivé. Sur l'inflation domestique, hein, l'inflation totale, c'est plus volatile, mais l'inflation domestique, ça... Et il faut se rendre compte qu'on est passé aux États-Unis de 2 à 6. Ça a pris presque 3 ans, quoi. Hein. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a 3 ans devant nous minimum. Non, mais c'est juste... Et encore une fois, si vous faites un peu d'histoire, ça prend plus de temps à baisser que ça prend de temps à monter. C'est juste, voilà. Après, les choses peuvent changer, mais historiquement, c'est toujours comme ça. Après, ça s'est toujours passé, parce que c'est plus difficile de ralentir, de freiner que de voir l'accélération. Les périodes de désinflation sont toujours beaucoup plus longues. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais toujours beaucoup plus longues que les périodes d'inflation. Mais ça ne plaide pas forcément pour continuer à monter les taux. Oui, mais si, mais ce que dit Boulard, c'est, je pense que ça va aussi dans... Il y a 2 messages dans le message de la Fed. France a mentionné le fait qu'il fallait souffrir, c'était le mot la Fed. Pain. Il va falloir souffrir. Pour l'instant, je ne suis pas sûr que le consommateur américain il souffre. Hein. Je le vois. Ni les entreprises américaines. Le secteur immobilier, quand même, peut-être. Le secteur immobilier, le secteur immobilier, voilà, les mises en chantier, oui. Mais le consommateur américain continue de consommer. Mais on a eu encore les chiffres. Il achète des voitures, ça reste très décent. Les entreprises américaines continuent d'embaucher, et d'embaucher beaucoup plus que ce qui serait nécessaire pour faire baisser le chômage. C'est la photo d'aujourd'hui. Est-ce que dans 6 mois, on va avoir une dégradation suffisamment forte pour que la Fed puisse considérer qu'il n'y a pas eu besoin de souffrir? On verra. Mais bon, c'était la première conviction de la Fed, il faudra souffrir. Et souffrir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le taux de chômage augmente, et qu'il augmente beaucoup, d'1 point. C'est ça que ça veut dire. C'est la conviction de la Fed. Après, on peut décrire. C'est la première conviction. Il y a un deuxième message de la Fed qui est l'humilité. L'humilité par rapport au fait qu'on ne sait pas vraiment quel est le degré de restriction monétaire nécessaire pour arriver à l'objectif que je viens de mentionner. Voilà, ils estiment qu'il faut que le taux de chômage augmente d'1 point environ pour que les pressions salariales baissent et que l'inflation sous-jacente revienne en ligne avec 2%. L'humilité parce qu'on ne sait pas ce qui est nécessaire. Et effectivement, je finirai là-dessus, si on regarde les vieilles règles de Taylor, les outils économiques que les banques centrales utilisaient, on a un spectre qui va de 5 à 8. C'est pas 5 à 8 selon les modèles. Et je finirai sur une dernière phrase sur la Banque Centrale Européenne. Si vous faites ça pour la Banque Centrale Européenne, le spectre, il va de 4 à 6. Ça ne s'arrête pas à 3. Donc ça vaut aussi pour la Banque Centrale Européenne. Voilà. Ouais, c'est ça. Le marché price 3, mais si vous utilisez les mêmes outils, si on y croit, c'est des outils qui marchaient très bien avant la grande crise financière, Trichet, Greenspan, etc. Et Bernanke, mais qui ne marchent plus depuis le milieu des années 2010. Mais ces outils nous disent au-dessus de 4 pour la zone euro et le point bas pour la Fed, c'est 5. C'est le point bas. Or, le marché, il est vraiment sur le point bas. Mais alors, rapidement, parce qu'effectivement, vous nous avez parlé de pain, est-ce que ça veut dire que le soft landing est illusoire aux États-Unis? On a parlé du marché du travail, mais quel impact sur la croissance? Souvent, c'est très difficile de faire du soft landing. On fait toujours des erreurs et on essaie de les corriger. Donc c'est pour ça que la Fed dit je vais être humble, j'essaye, je vois, mais pour l'instant, je ne vois pas de signe concret de ralentissement. Néanmoins, n'oublions pas ceci dit, et moi toujours dans mon idée du verre à moitié plein, et puis je laisserai Franck s'exprimer, c'est qu'on a ce resserrement monétaire qui est quand même déjà significatif jusqu'ici, il ne faut pas l'oublier, on est passé de 0 à 4% sur la Fed cette année, on a un resserrement budgétaire, on en parlait sur le Royaume-Uni, mais le déficit est passé de plus de 10% du PIB à 4%, ça a été divisé par 3, donc il y a quand même aussi ces 2 resserrements conjoints, je dirais, qui viennent aussi là contraindre l'économie américaine. C'était une économie qui était sous stéroïdes, qui a créé cette inflation, qui en effet est arrivée à ces niveaux stratosphériques.
je pense que ce resserrement budgétaire, en tout cas pour l'inflation, peut être également un facteur qui ferait l'ancrer. Mais nous verrons. Franck Dixmier, oui. Oui, en fait, la Fed a fait déjà deux erreurs majeures. La première, c'est le degré de stimulation, donc avec un robinet monétaire qui était grand ouvert trop longtemps. Il ne faut pas oublier quand même qu'elle a arrêté d'acheter des titres dans le marché en mars. Enfin, c'est quand même assez fascinant. La deuxième erreur, c'était cette impossibilité de qualifier en fait, l'inflation. L'inflation, elle ne date pas d'aujourd'hui. On l'a vu quand même grandir aux États-Unis depuis à peu près 18 mois. La troisième erreur, elle ne peut pas se permettre de la faire. Et ce serait d'arrêter trop tôt. Parce que ce serait dramatique. Parce que si elle s'arrête trop tôt, ça veut dire qu'il faudra qu'elle en fasse beaucoup plus après. Son cauchemar, c'est de voir un désancrage des anticipations d'inflation dans un contexte inflationniste quand même qui est assez soutenu. Pour l'instant, il y a un quitus de la part des marchés. Les anticipations d'inflation sont bien ancrées. Elles sont relativement stables, assez insensibles finalement aux chiffres d'inflation qui sortent. Donc il y a quand même, elle a su restaurer un certain crédit, une certaine crédibilité dans le marché, malgré une forward guidance qui a quand même beaucoup pêché. Donc pour la Fed, mais comme pour la BCE, il y a beaucoup moins de risques à en faire plus qu'à en faire moins. Et il y a une asymétrie là dans le comportement. Et ça, je pense que c'est pas pris en compte aujourd'hui suffisamment par les marchés. Ouais. L'émission touche à sa fin. Je vous propose, messieurs, pour finir, on va commencer avec vous, Franck Dixmier, par un petit exercice de concision. On a évoqué effectivement certains sujets, on n'a pas pu tout évoquer. On n'a notamment pas parlé de la Chine. Qu'est-ce que vous regardez, vous, de manière générale, aujourd'hui, dans le contexte actuel des marchés financiers, Franck ? On n'a parlé que de ça, mais les banques centrales. Mais évidemment l'évolution du taux d'emploi aux États-Unis, un indicateur absolument clé. On sait que les banques centrales sont très data dependent, donc tous les chiffres d'inflation qui vont sortir sont à scruter évidemment à la loupe, avec la difficulté de mettre en perspective, d'extrapoler les tendances. On l'a dit. Tout à fait d'accord sur les opportunités sur le marché obligataire américain. Il est achetable aujourd'hui. À 50 BP près, on ne va pas chicaner. Il est achetable. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on n'a jamais eu des pertes aussi sévères en fait sur les marchés de taux que depuis le début de cette année. On a perdu entre 15 et 20%, ce qui est absolument exceptionnel. On avait préempté de la performance dans des années de taux négatifs. On l'a rendu massivement. Je pense que 2023 devrait être une année obligataire. Aux États-Unis, sans doute. En zone euro, on n'y est pas encore tout à fait, mais on n'est pas loin. Donc il y a quand même des signaux d'espoir, oui. Vincent Juvin, ce même exercice de concision sur le temps qui nous reste. Alors moi, je verrais comme Franck l'inflation aux États-Unis, peut-être moins sur le taux d'emploi, et peut-être le problème pour moi, et derrière cette inflation, c'est vraiment l'immobilier. Mais l'immobilier, en tout cas sa composante loyer, si on regarde ce qui embête les Américains aujourd'hui, et c'est quelque chose malheureusement contre la Fed ne peut rien faire, c'est le niveau des loyers. On voit qu'il y a une baisse d'activité significative dans le marché immobilier, mais ça ne se traduit pas par une baisse des loyers. Il y a une sous-offre de logements aux États-Unis qui fait qu'on n'a pas de baisse de prix et pas de baisse de loyer. Donc là, il faut, un peu comme on l'a fait maladroitement parfois en Europe, une espèce d'encadrement des loyers, mais c'est vraisemblablement, il n'y a pas de réponse monétaire à ce problème d'inflation. Au-delà de ça, l'inflation, je continuerai mois par mois à surveiller cette tendance baissière, ce qui me donnera évidemment une indication sur ce qu'attendre évidemment de la Banque centrale et des banques centrales de manière générale qui en effet drive le marché. Donc ça, c'est une évidence. Deuxième point, les résultats, on en a brièvement parlé, mais dès lors qu'on commencera à entrevoir, en tout cas cette phase de remontée où en effet les revues de résultats à la hausse vont commencer à dépasser celles à la baisse, on sera peut-être en récession, on ne sera pas sorti en tout cas de l'ornière économiquement, mais ce sera peut-être le moment de rajouter de l'equity. On n'y est pas encore, mais enfin c'est quelque chose qu'on surveillera. Michel Martinez, pour finir, même question. Oui, alors évidemment le sujet clé, c'est les banques centrales jusqu'où elles vont durcir la politique monétaire, taux d'intérêt, et puis aussi quantitative tightening. Je dirais pour moi l'élément clé à suivre, c'est la situation, la profitabilité des entreprises. Qui reste aujourd'hui bonne, et en fait parce qu'on parle de récession souvent, mais c'est pas parce qu'il y a qu'on observerait aux États-Unis moins 0,1, moins 0,2 ou en zone euro que la Banque centrale va changer d'avis. Non, c'est une récession déclenchée par les entreprises avec effectivement des coupes claires dans la dépense, capex et investissement, des plans de licenciement. Là, effectivement, ce serait un changement notable d'environnement. Pour l'instant, on en est assez loin. J'observe qu'on en est assez loin aujourd'hui.
Donc prudence sur ces politiques de Banque centrale. Merci beaucoup Michel Martinez, chef économiste pour l'Europe chez Société Générale CIB. Merci également Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Et merci Franck Dixmier, directeur mondial des gestions obligataires d'Alliance GI. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous retrouve dans un instant pour le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Et c'est parti pour le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse, marché à thème. Nous allons à présent parler de finances durables ou de finances solidaires avec Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico. Bonjour Frédéric Villot. Bonjour Nicolas Pagnès, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Ça fait 2 ans que vous venez régulièrement sur le plateau de Smart Bourse nous apporter des pistes d'investissement ou des éclairages sur cette économie sociale et solidaire, sur la finance durable ou la finance responsable. D'ailleurs, effectivement, il y a beaucoup de termes pour définir ces engagements, ces valeurs dans l'investissement. On s'arrête quelques minutes tout d'abord avant de parler des actualités en matière de finances responsables ou durables sur votre média Mediatico qui ouvre son capital à ses lecteurs, Frédéric. Voilà, on a décidé à notre tour, effectivement, de profiter du mois de l'économie sociale et solidaire, c'est le mois de novembre, de profiter de la semaine de la finance solidaire qui s'est terminée la semaine dernière pour dire à tous les téléspectateurs, à tous les internautes, à tous les lecteurs de la presse engagée, que si vous voulez donner du sens à votre argent, eh ben, ce mois-ci, on vous recommande de mettre votre argent chez Mediatico parce qu'effectivement, pour la première fois, on ouvre notre capital et on fait notre levée de fonds, notre première levée de fonds. Alors, Mediatico, faut savoir que Mediatico a 9 ans. C'est un média en ligne spécialisé sur l'économie sociale et solidaire, sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie à impact, quand on élargit un petit peu le spectre, effectivement sur la finance verte aussi. Et en fait, jusqu'ici, on s'est toujours développé sur nos ressources propres. Mais là, on vient de traverser quand même une crise qui a duré 2 ans, la crise du Covid, qui a rebattu les cartes à notre sens, dans le paysage médiatique et puis en matière d'engagement aussi. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu d'abord que les grands médias se mettaient à parler de nos sujets. Ça tombe bien parce qu'il y a 10 ans, ce n'était pas tout à fait le cas. C'est pour ça que j'ai créé Mediatico. Et là, on a vu que les sujets qui concernaient l'actualité associative, les acteurs de l'engagement, se retrouvaient dans les grands médias. Très bien pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Par contre, nous, ça nous pousse à réfléchir. Et puis, en parallèle, dans l'économie sociale et solidaire, il y a le champ social et puis il y a le champ environnemental. Bien sûr. Tous les sujets environnementaux, aujourd'hui, avec la crise climatique, évidemment, ils sont dans beaucoup de grands médias. Pas encore tous, malheureusement, mais ils y sont de plus en plus. Et là aussi, tant mieux. Par contre, nous, Mediatico, médias engagés sur l'économie sociale et solidaire, ça nous pousse à réfléchir à notre ligne éditoriale. À quoi sert-on encore aujourd'hui et comment peut-on davantage se spécialiser, faire plus d'analyses? Vers quoi va-t-on aller demain? Eh bien, en fait, on a décidé pour nos 10 ans, l'année prochaine, on a décidé d'accélérer et on a décidé de basculer d'un média essentiellement concentré sur l'économie sociale et solidaire à un média qui va être un média de l'impact. Et donc, voilà, on est en train aujourd'hui de faire une levée de fonds pour ça. Et alors, ça se traduit comment, cette transformation entre un média d'économie sociale et solidaire et un média dédié à l'impact? Alors, la première chose qu'on veut faire, on veut faire plus de décryptage de l'actualité générale sous l'angle de l'impact. Dans l'actu, voilà, dans toute la presse, on parle de l'actualité générale, mais on parle de l'impact seulement de temps en temps. Nous, on veut avoir une vision transversale de l'actualité et dire, voilà, quand il y a une décision de politique économique, quand il y a une décision d'entreprise ou de financier qui est prise, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact social, en termes d'impact environnemental, en termes d'impact territorial? Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on veut plus de signatures, on veut des chroniques, on veut des signatures engagées pour aller plus loin dans l'interpellation en fait des gens qui ont du pouvoir et des gens qui guident le pays et qui guident les décisions économiques. On va faire des émissions vidéo avec des patrons engagés, on va construire un réseau de correspondants en région également, parce que c'est important quand on parle de l'économie à impact ou de l'économie sociale et solidaire, de se rappeler que l'économie, elle est ancrée dans les territoires. C'est les TPE-PME d'abord, bien sûr, oui. Les grands groupes, ils sont là, bien sûr, ils sont cotés en bourse, mais on ne peut pas oublier les TPE-PME, c'est elles qui animent le tissu territorial économique. Et puis, donc ça c'est pour la partie éditoriale, et puis on va aussi aborder un virage économique. D'accord. Jusque-là, on était un média sur abonnement pour nos lecteurs. On a décidé de basculer sur un média entièrement gratuit pour les internautes. En revanche, on va lancer des newsletters spécialisés sur l'impact,
thématiques. Donc, on va décliner différentes thématiques sur l'impact et on va vendre ces newsletters sur abonnement aux entreprises. Et puis, bien sûr, parce que c'est aujourd'hui 80% de notre chiffre d'affaires, on va continuer de développer les prestations audio, vidéo, événementielles pour les collectivités locales ou pour les entreprises qui sont en transition ou qui sont elles-mêmes engagées. Un mot peut-être, on parle de levée de fonds, effectivement. Quels sont les chiffres clés? À partir de combien on peut souscrire à cette levée de fonds? Quels sont les détails de cette levée de fonds? Alors, déjà, notre objectif, c'est de doubler notre audience et tripler notre chiffre d'affaires d'ici 2 ans. On va donc renforcer notre équipe éditoriale et commerciale. Dans l'immédiat, on ouvre 15% du capital pour lever entre 150 et 200 000 euros. La date butoir de cette levée de fonds, c'est le 10 décembre, un petit peu avant la fin de l'année, évidemment, parce qu'il y a de la défiscalisation derrière, je vais vous en parler. La part, elle est à 1 000 euros et on a donc la chance de bénéficier d'un avantage fiscal très important qui est accordé par Bercy, bien sûr, parce qu'on est à la fois une entreprise solidaire d'utilité sociale, avec l'agrément ESUS, et on est aussi une entreprise solidaire de presse d'information. ESPI, c'est le statut de Charlie Hebdo en réalité, et l'État accorde pour les entreprises comme la nôtre une défiscalisation de 50% de votre investissement. Ça veut dire que si vous investissez 1 000 euros dans Mediatico, ça vous coûte 500. Si vous investissez 10 000, ça vous coûte 5 000, puisque vous pouvez... la défiscalisation est un petit peu différente. Il y a un plafond à 2 000 euros d'investissement pour les couples. Mais voilà, il y a un mécanisme de défiscalisation qui permet d'aider le pluralisme de la presse. Voilà, donc on peut retrouver toutes les informations sur le site de Mediatico directement. Alors si on passe maintenant au sujet actualité en finance durable, en finance solidaire ou en finance responsable, quelles sont les grandes actualités qui vous ont marqué depuis la dernière fois où l'on s'est vu, Frédéric? Alors depuis le mois dernier, déjà il y a eu la semaine de la finance solidaire, c'était la semaine dernière, elle est organisée par FAIR, anciennement Finansol, et alors donc c'est l'occasion évidemment de parler au grand public. Alors d'une part il y a une remise de prix qui a permis de saluer les efforts et l'engagement de 4 associations ou structures de solidarité. Il y a les hôtels solidaires qui font de la collecte, soit de mobilier, soit de croissants et qui les redistribuent à des démunis. Il y a la cravate solidaire, parce que vous savez que la solidarité, chez eux, elle commence par la cravate. On n'en a pas aujourd'hui tous les deux, mais pour les gens qui sont très très éloignés du marché de l'emploi, qui cherchent à se remettre le pied à l'étrier et qui n'ont pas de cravate, qui n'ont pas de costume, qui n'ont pas non plus la bonne coupe de cheveux, la cravate solidaire les aide et les coach en fait avant de revenir sur le marché du travail. Il y a la coopérative agricole Mugano en Afrique et puis une coopérative qui s'appelle Oasis en France qui fabrique des lieux écologiques et solidaires. Ils ont été tous les 4 récompensés. Et cette opération-là, elle vise à sensibiliser le grand public pour lui dire, oui, si vous avez de l'épargne, placez-la en investissement solidaire, en épargne solidaire. Bien sûr, oui. Voilà à quoi ça sert, voilà les types de projets que vous pouvez soutenir. Et on peut soutenir au travers de différents types de placements financiers. Il y a des livrets de partage, au travers desquels on partage les intérêts du livret en fin d'année. Il y a des fonds solidaires, il y a de l'assurance vie solidaire, il y a même, depuis quelques temps maintenant, des foncières solidaires, donc sur le marché immobilier, portées par exemple par Habitat et Humanisme. Et donc on voit que tout le paysage des placements financiers est en train de s'organiser. Au total, en France, l'épargne solidaire aujourd'hui, c'est 25 milliards d'euros. C'est 2 fois plus qu'en 2018, donc ça augmente quand même vite. C'est à peu près 20-25% d'augmentation tous les ans. Et sur ces 25 milliards d'euros, il y en a 14 milliards qui viennent de l'épargne salariale. Donc cette épargne salariale, c'est un vrai coup de boost. C'est très important que la législation ait permis d'investir dans la finance solidaire. Et ça permet évidemment aux Français de financer des projets qui ont de l'impact social et territorial et environnemental, comme on en parlait tout à l'heure. Alors Frédéric, en matière de finances responsables, il y a aussi parfois des réflexions un peu plus de fond ou philosophiques, notamment en lien avec ce qui se passe sur le sol ukrainien, avec la guerre sur le sol ukrainien. C'est ça. Là, on est très en prise avec l'actualité. Vous avez... alors, sur l'Ukraine, il y a 2 sujets. Il y a 2 sujets cette semaine. Donc, c'est dire que effectivement, le débat d'idées est assez animé dans la finance responsable. Donc là, on parle d'investissement, on ne parle plus d'épargne. Bien sûr. Donc, on a eu une étude qui a été publiée par la Zagori Foundation, c'est une fondation ukrainienne, qui nous dit que le fundraising par temps de guerre en Ukraine a augmenté de 65% en 2022. Alors, bien sûr, il y a un effet de patriotisme exacerbé parce que l'ensemble du pays, parce que là, je vous parle du fundraising des Ukrainiens vis-à-vis des Ukrainiens. D'accord, sur le sol ukrainien. Sur le sol ukrainien. D'accord. Et donc, le patriotisme, bien sûr, pour résister à la guerre provoquée par la Russie. Et en même temps, ça veut dire aussi quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des millions d'Ukrainiens aujourd'hui qui sont en train de souffrir économiquement et qui, malgré tout, font preuve de générosité et de solidarité envers leurs compatriotes. Donc ça, c'est
C'est un premier élément, moi, qui m'a marqué cette semaine dans l'information. Et puis, deuxième sujet lié à l'Ukraine. Hier soir, on a une association française qui s'appelle Éthique et Investissement, qui organisait une conférence à Paris sous l'intitulé « Est-ce que financer l'armement, c'est financer la guerre ou est-ce que c'est financer la paix ?» Vous connaissez l'adage latin « si vis pacem parabellum », si tu veux préparer la paix, prépare la guerre, si tu veux avoir la paix, prépare la guerre. Eh bien, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que les financiers qui étaient présents hier ont conscience de ça? En fait, oui, parce qu'ils ont attiré du monde. Donc, ils s'interrogent sur cette problématique-là. Il y avait des représentants de l'industrie de l'armement aussi qui étaient présents lors de la conférence. Alors, d'abord, il faut dire qu'on est sous le sceau de la confidentialité. On n'a pas le droit de dire qui a dit quoi. On n'a pas le droit de rapporter. On sait qu'il y a eu des discussions. Voilà. Il y a eu des échanges privés, on va dire. Et bien sûr, il n'est pas sûr que les opinions des uns et des autres aient changé à l'issue de la conférence. Par contre, moi, ce que je trouve très intéressant quand même, c'est que au moins le débat a été posé par Éthique et Investissement. Et ça, c'est important parce que c'est cette réflexion qui nourrit les stratégies d'investissement des gestionnaires d'actifs. En matière d'actualité climatique, de financement de la transition énergétique, est-ce que là, il y a des actualités qui vous ont marqué également, Frédéric? Il y en a plein. Vous savez qu'on est à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde de football au Qatar. Donc, je ne vais pas revenir dessus ici. La presse est pleine de sujets polémiques à ce sujet-là, sur les droits sociaux, sur l'environnement. Bon, il y a énormément de choses à dire. On est aussi 2 semaines après la mise en demeure de BNP Paribas par des ONG qui ont enjoint la première banque européenne de la zone euro de cesser de financer ce qu'ils appellent le chaos climatique, puisque BNP Paribas, effectivement, a beau dire oui, nous on finance l'impact, on est le premier financeur de l'impact en France et voire même en Europe. En réalité, ces ONG disent BNP Paribas soutient l'expansion des énergies fossiles. Ils ont investi 55 milliards de dollars de financement entre 2016 et 2021. Donc voilà, ça se pose comme ça, le débat pour BNP Paribas. Et puis, aujourd'hui même, on a le FIR, le Forum pour l'investissement responsable, qui a organisé ce midi une conférence investisseurs avec Greenpeace pour parler de quoi? Des émissions carbone de Total Energy. Alors là encore, on n'a pas le droit de dire qui a dit quoi, c'est sous le sceau de la confidentialité. J'avoue que c'est pas facile de faire son boulot de journaliste quand on essaye d'aller à la pêche aux informations et de venir les relater sur Bismart. Mais bon, voilà. Et d'ailleurs, ça me fait dire que le monde de la finance a besoin de plus de transparence. Ça me paraît évident. Mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est que c'est étonnant d'apprendre dans le rapport de Greenpeace que Shell a un bilan carbone qui est plus de 3 fois plus élevé que celui de Total Energy, alors qu'en fait, ils produisent quasiment un poil plus de pétrole et de gaz. Donc, il y a manifestement quelque chose de bizarre dans les chiffres communiqué par Total, et on est en droit de soupçonner que c'est pas tout à fait la vérité. Et je trouve que c'est un très très bon signal que le Forum pour l'investissement responsable se préoccupe très sérieusement de ces sujets, invite les investisseurs et sensibilise finalement les citoyens à ces sujets-là. Merci beaucoup Frédéric Villot d'être venu sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes fondateur de Mediatico qui réalise une levée de fonds actuellement. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour un nouvel épisode de Smart Bourse en direct sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.